Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, tous mes meilleurs vœux. Voilà, vraiment que tous mes meilleurs vœux vous accompagnent. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne absolument. Bon, il faut dire que beaucoup de choses me passionnent, c'est un peu mon problème. Enfin, il y a pire comme problème. Mais vous allez comprendre, c'est celui de la lévitation statique, la suspension magnétique en ancienne Égypte. Vous allez voir, c'est passionnant. Si vous n'avez pas déjà écouté mon podcast sur la robotique en ancienne Égypte, précipitez-vous pour l'écouter. Vous pouvez l'écouter après celui-ci, il n'y a pas de problème. Alors, euh, on va commencer. Donc, selon l'auteur romain Claudiane, qu'on appelait en fait Claudius Claudianus, on est environ à 400 après Jésus-Christ. Il est né à Alexandrie, c'est donc un Égyptien, même s'il est romain. Pour lui, il écrit dans ses textes que l'utilisation la plus spectaculaire du magnétisme. Alors, quand il parle de magnétisme, il parle de magnétisme technique. Et bien pour lui, cette utilisation la plus spectaculaire viendrait d'Égypte, viendrait des temples égyptiens. Alors vous allez voir, ça c'est très important parce que toutes les découvertes dont je vais vous parler datent à peu près des Égyptiens romains et grecs, mais Claudianus nous prévient déjà que c'était donc bien plus ancien. Alors, bien avant notre ami Claudianus, sous le pharaon Ptolémée II, c'est-à-dire on est à peu près à 200 avant Jésus-Christ, on a beaucoup d'écrits qui nous racontent que ce pharaon Ptolémée II avait commandité son architecte qui s'appelait Dimocharès, qu'il voulait faire une statue, il voulait avoir une statue métallique de sa reine, qui était aussi sa sœur, et qui venait de décéder, qui s'appelait Arsinoé. L'histoire d'Arsinoé est très très connue, qui flotterait dans les airs. Donc la statue devait flotter dans les airs, suspendue par des aimants positionnés au plafond et dans les murs d'un temple, parce que Arsinoé a été pratiquement divinisé à cause d'ailleurs de ce pharaon. Alors, c'est vrai que l'architecte, il est mort avant d'avoir terminé l'œuvre, d'ailleurs Ptolémée II aussi, mais nous avons un autre ami qui s'appelle Pline l'Ancien, qui est un historien absolument génial, qui a écrit des encyclopédies incroyables, nous raconte qu'en fait, cette statue aurait été vraiment terminée par la suite et qu'elle aurait donc vraiment existé. Alors, on peut lire vraiment, vraiment partout que, d'ailleurs dans Pline l'Ancien surtout, et dans les manuscrits aussi qui parlent de l'architecture d'Alexandrie, que Ptolémée II, donc le même pharaon, dans un sanctuaire qu'il avait créé justement pour Arsinoé, Arsinoïon, c'est dur à prononcer, il avait fait construire déjà une autre statue suspendue de 2 mètres. Ça, c'est Pline l'Ancien qui nous le raconte. Et il nous raconte aussi que, donc toujours pendant l'occupation romaine à Alexandrie, il y avait un temple en plein centre d'Alexandrie qui avait une statue de Mars en fer et une statue de Vénus en magnétite, pardon. Ça veut dire qu'il était donc faite de fer et de magnétite, respectivement, pour les deux statues. Vénus était portée sur un lit de rose, nous dit-il, en musique pendant les cérémonies. Et Mars était rapproché d'elle, et quand le champ magnétique entrait en action,
entre le métal et la magnétite des deux statues, ben, les deux divinités étaient attirées fougueusement dans un embrassement. Vous imaginez un peu la scène en plein temple avec des statues qui faisaient à peu près 2 mètres de hauteur. Ça devait être exceptionnel quand même. Ils avaient un sens du spectacle extraordinaire. Bon. Et c'est vraiment incroyable, Pline l'Ancien, parce que vous savez que Pline l'Ancien n'était pas seulement un, comment dire, un historien, un encyclopédiste, mais il était aussi un commandant de la marine. C'était un amiral, en fait, un amiral de la flotte romaine. Donc quelqu'un de très très sérieux. Et d'ailleurs, je ne sais pas, je le dis au passage pour ceux qui ne sauraient pas, parce que c'est toujours intéressant de savoir la vie des gens, c'est que Pline l'Ancien, il est aussi très connu pour un autre fait, c'est que il est mort pendant le Vésuve, pendant l'explosion du Vésuve à Pompéi en 79 après Jésus-Christ. Il est très connu parce qu'il a écrit jusqu'à la fin ce qui se passait et son descendant qui est Pline le Jeune a repris tous ces textes et a décrit aussi. C'était un homme très courageux parce que quand il est arrivé à plusieurs kilomètres de Pompéi, avant l'explosion volcanique, il a décrit le nuage volcanique en déjà pensant que ça allait être une explosion terrible. Et il a tellement bien décrit ce nuage qu'il sert encore aujourd'hui aux volcanologues pour décrire un certain type d'éruption. Et il est parti d'un endroit de l'autre côté de la baie pour essayer d'aller sauver des gens qui se trouvaient beaucoup plus à l'est du volcan. Il est parti avec ses bateaux pour aller les sauver. Malheureusement, vous le savez bien, quand il y a une éruption volcanique, il y a des jets de pierre incandescents énormes qui se passent et son bateau a été coulé par ça et aussi par un retrait de la mer. Comme il y a pendant les tsunamis, ça c'est Pline le Jeune qui l'a raconté. Donc on a des détails très techniques sur l'éruption du Vésuve et sur tout ce qui s'est passé à cette époque-là grâce à Pline l'Ancien en fait. Et il est très très connu aussi pour ça. Il nous raconte d'ailleurs, notre ami Pline aussi, qu'il y avait une image du soleil, une image de Ra, qui flottait dans le temple de Sérapis, encore un autre temple à Alexandrie, jusqu'à ce qu'il y ait eu une manifestation de chrétiens déchaînés qui a détruit cette statue suspendue par magnétisme en dessous du plafond en 391 après Jésus-Christ. Pour information, sachez qu'en Europe, il y avait aussi les mêmes choses. Enfin, à Trèves, par exemple, qui était une colonie gauloise à l'époque, aujourd'hui c'est en Allemagne. Regardez où se trouve la ville de Trèves sur une carte. Et il y a des restes romains absolument remarquables. Je vous conseille vivement de visiter cette ville de Trèves. Et dans Trèves, il y avait un temple romain où une statue de Mercure flottait au plafond, comme ça aussi, par magnétisme. On a trouvé ça dans les archives. Voilà, c'est quand même extraordinaire, en tout cas, le sens du spectacle, en fait, hein, dans les temples. Mais c'est beaucoup plus sérieux que ça, parce que vous avez un autre auteur qui est scientifique de l'époque qui s'appelle Thalès de Milet, qui nous raconte que la découverte du magnétisme technique aurait été faite 2500 ans avant Jésus-Christ par un berger en Turquie le berger, il était sur une colline, il essayait de rassembler son troupeau de moutons, il était sur une pente, il courait pour rattraper ses animaux, et puis tout d'un coup, ses sandales ont été clouées au sol,
parce que dans ce sol, il y avait énormément de magnétite, et dans ces sandales, il y avait des clous en fer. Et donc, il était bloqué, et c'est comme ça que serait venue la découverte du magnétisme. Euh, et en plus, il était dans une région qui s'appelle Magnésia, il était à côté de la ville de Magnésia. D'ailleurs, selon l'auteur romain Lucretius, le terme magnétique, magnétisme, vient de Magnésia, mais notre ami Pline dit que ça vient du nom du berger lui-même qui s'appelait Magnès. Peu importe. En tout cas, ils disent tous bien que 2500 ans avant Jésus-Christ, la connaissance du magnétisme existait déjà. Bon. Et on a un autre ami qui s'appelle Thalès, Thalès de Milet, notre ami, qui, je vous le rappelle, a fait des très longues années d'Égypte, hein, mais il a fait des très très longs séjours en Égypte depuis son enfance. Et en plus, il habitait, quand il n'était pas en Égypte, à Alexandrie, il habitait à Milet, qui était en relation permanente avec la ville de Naucratis en Égypte, c'est-à-dire qu'il y avait sans arrêt des Égyptiens de Naucratis qui débarquaient à Milet. Milet, ça se trouve au sud-ouest de la Turquie. Il nous raconte aussi que, lui, il était très passionné par le fait que quand on frottait une plume, elle était attirée par l'ambre. C'est-à-dire que l'électricité statique aussi était bien connue. Donc l'électricité plus le magnétisme. Donc c'est vraiment, vraiment passionnant. Faut pas oublier qu'en grec, le mot électron, c'est l'ambre. Hein, c'est le même mot. C'est les propriétés électriques de l'ambre étaient déjà connues. Le phénomène d'attirance était déjà très connu. Notre ami Claudiane, il disait que un rayon électrique était capable de lancer une charge sur une ligne de pêche humide. Par exemple, s'il y avait un pêcheur imprudent qui laissait sa ligne de pêche humide, etc., un arc électrique pouvait lancer une décharge, en fait. Donc, il connaissait très bien l'électricité. Et au passage, je vous rappelle à Babylone, on utilisait les poissons électriques pour anesthésier les malades. Donc tout ce qui se connaissait à Babylone était connu en Égypte, de toute façon, puisque ça a toujours été le cas. Lucretius, qui est un autre auteur romain, il savait aussi que l'électricité, ça consistait en des arcs de particules mobiles, bien avant notre physique moderne d'aujourd'hui, où on nous parle des particules subatomiques. Il savait déjà ça. C'est confirmé par l'auteur romain Lucretius. Et n'oubliez pas que vous avez le musée de Flinders Petrie, le grand archéologue égyptologue anglais, qui est tout à fait remarquable. Son musée est à Londres. Allez le visiter, vous allez voir des choses extraordinaires, dont des carottes comment on appelle ça? Oui, ce sont des carottes de pierre qui montrent que ces carottes anciennes de pierre avait une vitesse, la machine qui les a prises dans la pierre avait une vitesse et une pression qui vont bien au-delà de ce qu'aurait pu être utilisé, ce qui aurait pu être fait par la main. C'est-à-dire c'est des vraies machines en fait qui ont été utilisées. C'est vraiment remarquable. Vous pouvez aussi voir mes photos sur Instagram justement quand les carottes ont été enlevées, ce qui reste avec les rayons comme d'une machine. En Égypte, on sait que le système aussi de jet vapeur et évidemment toute l'hydraulique existait bien avant, il y a plus de 2000 ans, bien plus de 2000 ans.
Et on a alors là un autre ami que j'adore qui s'appelle Héron, qui vivait vers 100 après Jésus-Christ, qui était né et qui est mort à Alexandrie, donc encore un Égyptien, on va dire, un ingénieur absolument remarquable. D'ailleurs, je soupçonne fortement que Léonard de Vinci n'a fait que copier, et peut-être amplifier, mais n'a fait que copier toutes les découvertes de Héron, tellement il y a de similitudes bien avant Léonard de Vinci, d'accord. D'abord, Héron, il a décrit une liste d'inventions extraordinaires. Alors, pour vous donner une petite idée, pour vous faire rêver, moi j'adore que l'on rêve avec des choses scientifiques véritables, quoi, parce que c'est vraiment passionnant quand le rêve est réalité comme ça. Alors, il a décrit une fontaine qui fonctionnait par énergie solaire. Hein, je vous rappelle qu'on est 100 ans après Jésus-Christ. Il a décrit un oiseau mécanique qui chantait. Il a même décrit une machine à sous. Il a décrit des systèmes optiques très perfectionnés comme un théodolite. Vous savez, le théodolite, c'est ce qu'utilisent les ingénieurs pour mesurer, c'est un instrument de géodésie. Avec de l'optique et aussi pour mesurer les angles. Enfin, c'est très perfectionné. Et surtout, il nous raconte, parce qu'il a énormément écrit Héron, on a beaucoup de textes de lui, il nous raconte l'ouverture automatique des portes des temples en Égypte ancienne. Donc il nous raconte qu'un prêtre, par exemple, il allumait un feu sur un petit autel au dehors du temple. Et je sais pas, à plusieurs mètres de la porte du temple. Et les portes s'ouvraient comme par magie, en plus avec un son de trompette. Alors bien sûr, c'était une machine à vapeur qui était dans cet hôtel. Il y avait une tuyauterie d'eau chaude qui actionnait une sphère sous la porte qui la faisait ouvrir, etc. Après un certain temps. Donc, voilà, la machine à vapeur, elle n'a pas été du tout découverte par James Watt au 19e siècle. Elle était déjà décrite en détail par Héron 2000 ans plus tôt. C'est vraiment extraordinaire. Il a d'ailleurs décrit une machine à piston et à valve qu'il appelait un aéropile. Qui est exactement la machine à vapeur pratiquement du train, quoi. Voilà, c'est extraordinaire. Et lui-même, il a créé beaucoup de machines. Ça a été décrit dans plein de textes qu'on a de l'Antiquité. C'est pour ça que je dis que Léonard de Vinci a dû puiser allègrement dans tout ce qu'a fait Héron. Et il raconte d'ailleurs, parce que Héron est extrêmement honnête, il raconte que il s'inspirait complètement des textes techniques de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc là déjà, on sait en plus que la bibliothèque d'Alexandrie avait énormément de textes techniques très avancés. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a brûlé, hein, notre bibliothèque d'Alexandrie. Et donc voilà, il fabriquait aussi des automates. Enfin, c'était un ingénieur absolument remarquable. Donc, il a écrit un traité de pneumatique. Il a aussi inventé la 3D. Ouais, j'ai oublié de vous le dire, il a inventé la 3D. Il a inventé aussi la seringue pour faire les piqûres. Et aussi pas mal d'objets d'optique. Enfin bref, c'est un vrai génie. Mais il le dit lui-même, il s'est inspiré de la bibliothèque d'Alexandrie, de textes qui relataient ce que faisaient les Égyptiens anciens. Voilà. Mais sinon, on a d'autres auteurs. On a Ampélius, qui est un compilateur, qui a expliqué plein de choses aussi par rapport à tout ça. Il y a Aristote, hein, qui notamment nous raconte un cercueil qui se fermait magnétiquement par des aimants en Sicile. Voilà. Donc,
Oui, il y avait aussi une machine de Héron qui était géniale. C'était un distributeur d'eau automatique qu'il appelait Léopile, qui distribuait de l'eau automatiquement dès qu'on actionnait une manette. Donc c'est pour vous dire que les inventions mécaniques, techniques, de vapeur, de solaire, de magnétique, etc., existaient du temps des anciens Égyptiens. Voilà, j'espère que vous avez rêvé un petit peu avec des réalités très anciennes. À très bientôt les amis.